Alors, je n'arrive pas à savoir si avec les box individuelles, on a le droit d'enlever le masque par cette chaleur. C'est peut-être voilà, une bonne chose, ce serait bien. Et puis si vous parlez à votre voisin, bah, vous le remettez. Voilà. Bien, mes chers collègues, je déclare donc ouverte cette séance du Conseil municipal du jeudi 17 juin 2021. Je vais d'abord commencer par l'appel. Bernard Gérard, donc présent. Loïc Catelin, Émilie Boulet, Pierre Verlet. Sophie Rocher-Sicard est excusée à donner pouvoir à Loïc Catelin. Nicolas Papiachvili, Françoise Goube, Pascal L'Herbier, Catherine Jonquet, Alain Chastan, Françoise Rienbel, Didier Hélard, Marie-Pierre Jansens, Jean-Louis Munch. Jean-Louis Munch va arriver, je pense. Bon. Valentine Acroute est excusée à donner pouvoir à Émilie Boulet, Annie Delobel, Didier Lemaître, Marc Delery, Pascal Hubert, François Rocher, Janine Chaffier, d'accord, Pierre-Alain Auberger, Béata Janssen, Éric Gillet, Patricia de France, Marie Comtois, Véronique Savignac, Jérôme Dallongeville, Valérie Duparc, Valérie Denaison, Véronique Ardouin, Augustin Huglot est excusé à donner pouvoir à Louis Randoux, Raphaël Charpentier est excusé à donner pouvoir à Véronique Savignac, Louis Randoux, Martine Roussel-Vanet, Laurent Séaille, Odile Vidal-Sagné, Jean-François Pichon et Denis Tonnel. Je constate donc que le quorum est atteint et que le Conseil peut donc valablement valider. Et je vous propose, mes chers collègues, de désigner M. Louis Randoux en qualité de secrétaire de séance. Pas d'observation. Félicitations, M. Randoux. Et donc, ce Conseil municipal va commencer d'abord par les décisions municipales et j'invite les conseillers municipaux qui souhaiteraient éventuellement avoir une explication sur les décisions municipales de le faire savoir. Je pense que Madame Roussel, vous vouliez prendre la parole sur une décision municipale. Oui, effectivement. Monsieur le maire, chers collègues, donc c'est sur la décision municipale qui concerne l'entretien des espaces verts avec un avenant numéro 1 au lot numéro 2. Donc, monsieur le maire et chers collègues, comme en commission d'appel d'offres, ma remarque concernant l'entretien des espaces verts a été jugée déplacée, je me permets de la reformuler ce soir. L'externalisation de plus en plus poussée de l'entretien des espaces verts aboutit forcément à une réduction des emplois municipaux. Or, en la matière et de la vie de tous, les personnels sont très loin de démériter. Quand comprendra-t-on qu'ils ne sont pas une charge à réduire, mais une richesse pour la ville? Je vous remercie. Comme il n'y a pas de vote, c'était une observation. Merci. Bien, merci Madame. Je pense très franchement que l'externalisation, notamment de sujets comme la tonte, est quelque chose qui est usuel dans toutes les collectivités territoriales de France. Il y a 36 000 communes en France. Je crois que c'est dans la majeure partie d'entre elles que les choses se passent de cette manière. Mais bien sûr, on a un personnel dont je salue la grande qualité et qui donc montre tout son savoir, notamment dans la valeur ajoutée que représente le fleurissement d'une ville. Et c'est l'occasion de tous effectivement souligner la qualité du personnel municipal, dont nos jardiniers, puisqu'on a gardé de très nombreux jardiniers dans la ville de Marcq-en-Barœul. Mais je respecte votre observation. Voilà. Il y avait une autre demande de prise de parole. Madame Odile Vidal-Sagné. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est une demande d'information concernant la décision d'Estée en justice en défense devant le tribunal administratif de Lille suite à la requête de J.C. Decaux. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, chers collègues, mesdames et messieurs, concernant la décision d'Estée en justice dans le cadre d'une procédure impliquant la société Decaux, nous aimerions avoir quelques informations sur l'objet de ce litige qui porte sur une somme de près de 160 000 €. Je vous remercie.
Alors, en réalité, ce n'est pas nous qui avons décidé d'ester en justice. C'est la société Deco qui donc est en discussion avec nous au-delà de cette procédure, puisque en réalité, la société Deco a fait valoir que pendant la période de Covid, elle avait dû interrompre son activité, puisque en fait, il n'y avait plus de publicité à afficher, selon donc, ces observations. Et donc, elle considère qu'elle ne doit pas nous régler sa prestation, et elle demande, comme elle l'a fait dans de très nombreuses villes, et apparemment, il y a beaucoup de villes qui ont signé, selon elle, un protocole d'accord avec elle. Bon, donc nous l'écoutons aujourd'hui, les ponts ne sont pas rompus, nous discutons avec cette entreprise et je vous tiendrai informé de l'évolution de ce dossier, mais ce n'est pas nous qui avons assigné, nous sommes assignés et donc nous nous défendons en justice tout en poursuivant la discussion avec cette entreprise et en écoutant les difficultés qui peuvent être les siennes dans un problème qui est effectivement pas marco-marquois, qui est mondial. Voilà. Donc elle a des marchés dans tous les pays du monde et cette difficulté à gérer, on s'écoute, on discute. Voilà. Et je vous tiendrai bien sûr informé. Alors ça, c'était pour les décisions municipales. Je crois qu'il n'y en avait pas d'autres de questions sur les décisions municipales. Pas d'observation. Très bien. Alors, nous allons donc passer aux délibérations proprement dites. Excusez-moi, le temps d'y arriver. Et la première d'entre elles va donc concerner tout simplement la présentation de notre compte administratif par donc, notre adjoint en finances, M. Pascal L'Herbier. Monsieur Pascal L'Herbier, vous avez la parole pour la présentation du compte administratif de la ville de Marcq-en-Barœul. Merci, Monsieur le maire. Bon, compte administratif 2020. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, l'année 2020 a marqué à tout jamais l'histoire de notre pays et de notre planète. Cette crise sanitaire restera présente dans nos esprits très longtemps. Mais il convient, comme à pareille époque, de faire un point avec le compte administratif sur la situation financière de la ville. Situation que nous avons connue, mais qui a bouleversé nos vies, nos habitudes, qui a nécessité de nous adapter pour faire face à un grand nombre d'inconnus. C'est dans ce contexte que la ville a œuvré auprès de ses habitants pour les accompagner dans cette épreuve. Ainsi, il était acté en 2020 tout d'abord une baisse de 1% des taux de taxes foncières sur le bâti non bâti et un soutien actif à la population, aux commerçants, dans ce contexte très particulier. Alors, l'incidence de la crise sanitaire en 2020, l'impact de la crise Covid sur l'année 2020 a été calculé par rapport donc, à l'année 2019. Cette incidence est évaluée à 2,3 millions entre les baisses de recettes, que vous voyez pour 1,7 million, et les dépenses spécifiques au Covid-19 de 647 000, 2,3 millions qui est un manque à gagner, enfin qui est un delta. Vous verrez plus tard dans mon exposé que nous avons comblé en partie ce delta. L'instruction budgétaire M14, dont c'était la dernière année, puisque depuis le 1er janvier 2017, nous sommes en instruction budgétaire M57, présente ainsi comptablement le compte administratif du budget principal de la ville en 2020. Il reprend les mouvements comptables entre les deux sections et le report des résultats des exercices antérieurs, qui sont repris en partie dans la section d'investissement. L'analyse financière des comptes sera développée dans la présente présentation. Cependant, il convient d'apprécier tout de suite le résultat brut de clôture à 22 millions, résultat qui permet de comptabiliser les reports de crédit tant en dépenses pour 4,6 millions qu'en recettes pour 3 millions, afin d'afficher un résultat net de clôture de 20,4 millions d'euros. 22 moins 4,6 plus 3. Notre budget annexe, hippodrome et activités diverses, suit également l'instruction budgétaire M14 en 2020 et intègre principalement les activités du site de l'hippodrome. Ce budget est étendu à d'autres activités qui sont toutes éligibles à la TVA. C'est le principe en fait de notre budget annexe. Cela inclut l'ensemble des recettes et des dépenses de fonctionnement ou d'investissement de certains équipements, bâtiments appartenant à la ville et l'ensemble des baux commerciaux ou AOT, etc. Il est également de comptabiliser les investissements pour la création de nos 3 salles de cinéma dans le projet du Pont des Arts.
L'investissement est financé par nos ressources propres, par le biais d'une subvention d'équipement de la ville vers le budget HAD. Ainsi, le résultat net de clôture s'affiche à 23 millions et il sert en partie à financer la poursuite des travaux d'investissement. Donc, vous voyez, 20 millions et demi en fonds de roulement ville et 3 millions en budget annexe. Les résultats de clôture sont analysés selon une approche bilancielle avec le compte de gestion du trésorier. Prenons le fonds de roulement brut en début d'exercice et en fin d'exercice, la différence donne un résultat brut de l'exercice 2020 déficitaire de 2,1 millions d'euros. En intégrant nos reports en fin d'exercice de 1,56 million d'euros, différence entre les dépenses et les recettes reportées, nous obtenons notre fonds de roulement net en fin d'exercice de 20,45 millions d'euros. Nous retrouvons ces chiffres dans le compte de gestion et dans le compte administratif. Il s'agit de la traduction concrète de la stratégie de financement des investissements sur nos fonds propres, afin de ne pas endetter la ville, de ne pas augmenter les impôts et d'avoir une lisibilité dans notre gestion pour pouvoir faire face aux imprévus. Imprévus qui ont été légion en 2020, et c'est grâce à notre bonne gestion financière que nous avons amorti le choc Covid, comme je l'ai dit tout à l'heure, à peu près à 50%. L'épargne nette sur les 6 années qui ont précédé cette année 2020 a été en moyenne de 8,4 millions d'euros. L'année 2020 se termine sur une épargne nette de 7,3 millions d'euros. C'est là que vous voyez, donc d'habitude on est autour de 8,4 millions, cette année on a 7,3 millions, donc on perd 1,1 million d'euros, mais comme on a un coût Covid à 2,3 millions, c'est là que j'ai expliqué qu'on avait à peu près amorti 50%. Ce recul s'explique donc par la baisse importante des recettes, courantes de 1,12 million d'euros, liées effectivement à la fermeture des équipements et à la réduction des activités pendant la crise sanitaire. Cette baisse de produits de fonctionnement courant n'est pas compensée par une réduction à due concurrence des dépenses de fonctionnement courantes qui, elles, diminuent de 465 000 euros. Le recul de l'épargne nette est accentué par l'accroissement de nos charges exceptionnelles liées au versement de primes accordées lors de cette crise, primes vélo, aides et primes aux commerçants, remboursement des activités annulées. Comme vous le voyez, nous enregistrons donc un delta de 2,3 millions et pour sortir un résultat moyen de 1,1 million d'euros en moins. Les charges de fonctionnement s'affichent à 38,49 millions d'euros, avec une très légère diminution par rapport à 2019 et contre une progression moyenne de 0,8. Cette année, on fait 39 millions, 38,50 pour 38,50. Donc en fait, grâce effectivement aux services, nous avons équilibré par rapport à 2019 nos charges de fonctionnement. Cette diminution s'explique aussi par les baisses de charges donc à caractère général, qui sont de 15,2%, et elles pèsent pour 18,5% dans le budget. Elle est la traduction, comme je disais, des baisses d'activité avec le confinement. Les charges exceptionnelles progressent avec le succès des dispositifs des primes vélo, 180 000 euros, des aides aux commerçants et primes pour travaux pour 380 000 euros, remboursement et annulation d'activité, des annulations d'activité pour 150 000 euros et des subventions exceptionnelles de l'ordre de 154 000 euros. Les charges de personnel représentent 68,56% de notre budget, donc compte administratif, et affichent une progression de 2,1 pour s'afficher à 26,3 millions. Elle reste stable pour la période 1,6 million. Alors ce chiffre paraît important, mais comme nos charges à caractère général n'ont pas bougé, forcément l'impact fait que plus nous sommes vertueux sur nos dépenses, plus le budget de charges personnelles qui est contraint devient important. En pourcentage et non pas en valeur, notamment par rapport à la valeur moyenne par habitant. Les produits de fonctionnement s'affichent à 45,8 millions d'euros, en légère diminution de 2,6% par rapport à 2019. Cette diminution étant la résultante directe de la fermeture des contraintes de fonctionnement des équipements et du fait de baisse d'activité. On constate ainsi une baisse de 33% des régies, 11% de la participation financière étroitement liée à l'activité des services. Alors on peut constater une baisse très importante du taux de la fiscalité pendant le dernier mandat, pour environ 5% pour chaque taux. Le taux communal des taxes foncières bâties et non bâties a diminué de 1% en 2020, pour ressortir à 14,29%, taux, je l'indique, le plus bas des villes de même strate du Nord et le plus bas de la métropole lilloise. Ce graphique compare les taux d'imposition communaux de Marc-en-Barœul avec les taux d'imposition des villes de même strate.
sont de source DRFIP, on constate que les 3 taux des communes sont très inférieurs aux taux des strates départementales. Dotation globale de fonctionnement qui avait été votée pour faire face à des dépenses qui étaient transférées vers les communes, qui était de 5,2 millions en 2013 et passée cette année, donc en 2020, a été constatée à 1,9 million d'euros, soit une baisse de près de 63% d'euros pendant ce mandat et pendant plus l'année 2020. Elle diminue en moyenne de 15% par an, avec des cycles, avec des baisses très importantes, notamment entre 2014 et 2016. Après, ça s'étend un peu ralenti. Traduction de la contribution de la ville au redressement des finances publiques pour 800 000 euros, rien que pour 2016. D'ailleurs, le poids de la DGF sur les ressources financières de la section de fonctionnement qui passe de 11% à 4,2% en 2020. Les dépenses d'investissement. Pendant le dernier mandat, on a investi près de 71 millions d'euros, sans compter les reports de 4,6 millions de 2020, ce qui donne un total de près de 75 millions d'euros de crédit d'investissement engagés pour cette période. Comment finance-t-on nos investissements? Après avoir exécuté la section de fonctionnement, il apparaît une épargne nette pour financer les investissements. On a 3 types d'épargne: épargne de gestion, épargne nette et épargne brute, sachant que l'épargne nette et l'épargne brute correspondent en fait à notre endettement et à nos remboursements à la fois d'emprunt, à nos remboursements effectivement en capital et en intérêt. Comme nous n'avons ni emprunt ni remboursement, nous n'avons qu'une seule épargne, c'est notre épargne nette brute de gestion étant la même. La section d'investissement dispose de ressources propres telles que le fonds commun de TVA, des compensations de TVA, des produits de cession, des subventions, taxes d'aménagement et d'équipement, et des ressources si ces ressources ne sont pas suffisantes pour nos dépenses d'investissement, la ville peut avoir recours à l'emprunt ou faire varier son fonds de roulement, ce qu'on appelle un emprunt interne. En la matière, il s'agit cette année de financer 14,1 millions d'euros, alors que la ville dispose de presque 12 millions de ressources disponibles, épargne nette et ressources propres. Cela engendre un déficit de 2 millions d'euros qu'on avait vu au début, qui sera compensé par une variation du fonds de roulement au excédent global. On a vu que ça passait de 22 millions à 20 millions, ce que nous avions prévu dans notre stratégie de financement d'investissement avec nos fonds propres. De ce fait, l'évolution de notre fonds de roulement permet de financer les futurs investissements sans augmenter les impôts. Donc 24 millions en fonds de roulement en 2019, 22 millions en 2020. C'est le fruit de la contribution de tous, de nos efforts, de notre volonté. Nous avons réussi à mettre en place une stratégie financière gagnante pour les Marcois, malgré des contraintes très fortes, jamais connues jusqu'alors, sur les finances des collectivités. Nous avons les moyens de faire face à l'imprévisible et de poursuivre le programme d'investissement de la mandature sans faire peser sur les générations futures de la dette ou des augmentations d'impôts. Merci de votre attention. Merci à vous. Bien, donc, avant, bien sûr, de voter le compte de gestion du trésorier principal et donc vote auquel j'assiste, mais avant de sortir pour le vote du compte administratif de la ville, nous allons lancer le débat. Et donc, qui souhaite poser une première question? Monsieur Tonnel? Monsieur Pichon? Non, mais c'est moi qui le fixe, donc je vous propose... Allez-y, monsieur Pichon. Très bien. Pas de questions, monsieur le maire, merci de me donner la parole. Quelques observations d'ordre général sur l'ensemble de ces comptes administratifs. En effet, ce soir, nous sommes rassemblés essentiellement pour adopter ces comptes administratifs de l'exercice 2020. Nous tenions à remercier monsieur L'Herbier pour la clarté de sa présentation, les équipes, les agents du service finance, l'ensemble des services pour le travail réalisé dans un contexte, comme vous l'avez signalé, délicat, compliqué, émouvant. Et oui, les temps sont difficiles. L'embellie sanitaire ne doit pas nous faire oublier que les impacts de la période que nous traversons pèseront durablement sur la vie de nos concitoyens, sur le fonctionnement de nos collectivités, sur les moyens d'action de l'État. Ces comptes administratifs ne valident pas les décisions politiques de la majorité en place. Ces documents, associés aux comptes de gestion,
émis par le trésorier sont en quelque sorte le bilan comptable de l'année écoulée. Aussi, voter le compte administratif n'est pas donner quitus à vos décisions et à vos choix politiques, mais reconnaître la bonne exécution des Écritures. Or, lors des 2 derniers exercices, et pour la première fois, les membres du groupe Une Nouvelle Énergie pour Marc n'ont pas voté favorablement ces comptes administratifs. Et pour cause, vous vous en souvenez, la découverte de comptes d'attente non régularisés pour un montant de près de 6 millions d'euros entraînait de facto l'insincérité du compte administratif présenté. Une découverte fortuite suite à une question posée en commission des finances et sur laquelle la Chambre régionale des comptes a attiré l'attention et l'a confirmé dans son rapport, et validant que notre position finalement était la bonne. Depuis, pressé par la Chambre régionale des comptes, vous avez régularisé la situation. Aussi, nous espérons et nous souhaitons que d'autres irrégularités de ce type ne soient plus jamais découvertes. Cette année, nous allons approuver le compte administratif, tout en rappelant l'impérieuse obligation de transparence à laquelle tous les élus et tous les Marcois ont droit. Quelques remarques de fond. Ce compte administratif qui nous est soumis aujourd'hui, en dépit de la crise, rappelle que la politique que vous menez n'est pas celle qu'attendent les Marcois. Une pression fiscale locale disproportionnée, des dépenses sans rapport avec les besoins de la commune et surtout un manque de transparence, comme nous l'avions évoqué précédemment. Pour ne citer qu'un seul exemple, c'est à la lecture attentive de ce compte administratif que nous avons découvert le montant de 25 000 € payés pour la réalisation d'une fresque de Jeff Aérosol sur le mur du CTM rue de Menin. 25 000 €. Si la loi ne vous obligeait pas à une mise en concurrence formelle, la morale aurait gagné, la transparence aurait gagné également à ce qu'il y ait une information des représentants que nous sommes ici tous autour de cette table. La démocratie participative, que vous appelez, ou la démocratie représentative, c'est bien d'en parler, c'est mieux de la pratiquer. Avec Denis Tonnel, nous le disons depuis des années, la Chambre régionale des comptes vous l'a rappelé également, la pression fiscale que vous exercez sur nos concitoyens est déraisonnable et inutile. Elle conduit, et nous l'avons encore vu ce soir, à l'accumulation et au maintien d'un bas de laine pléthorique. La crise et les investissements payés cash par les Marcois, comme le Pont des Arts, ce multicomplexe cinématographique, ou comme votre jardin Minorel, qui pour le coup a quelques allures de pyramide du Louvre, eh bien oui, ces investissements payés cash n'ont pas entamé la cagnotte de la ville. C'est pourtant ce que vous voulez nous faire croire depuis des années. Or, ce soir, nous le redisons avec force, il est urgent de revoir votre politique fiscale et de nous écouter. Une baisse de 10% de l'imposition foncière dès le prochain exercice, ce que nous annoncions dans notre programme, est non seulement souhaitable, mais possible, et ce, sans dégrader la situation globale de notre ville. Ce compte administratif en est à nouveau la preuve. Votre communication a réussi peut-être, pour certains, à faire prendre des vessies pour des lanternes. Vous avez réussi à faire croire aux Marcois qu'ils avaient besoin d'un cinéma 3 salles dans lequel ils n'iront que très peu, faute de places de stationnement disponibles et de bien d'autres raisons que nous avons déjà évoquées. Vous avez, je l'ai indiqué, réalisé un jardin Minorel, à contre-courant de tout ce que le bon sens en matière de développement durable préconise. Vous avez omis quelques détails, le coût dépassant l'entendement de cette végétation luxuriante, des palmiers et autres cactés pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, il est parfois difficile de se repérer dans les montages financiers. Vous aviez, à travers ce conseil, déjà regroupé les budgets annexes du Colisée avec celui de l'hippodrome. Une action qui, en son temps, avait été dénoncée puisqu'elle rend illisibles les résultats distincts de ces établissements et activités. Aujourd'hui, à l'étude des comptes administratifs, vous poussez encore plus loin en répartissant un certain nombre de dépenses des opérations du M-Ciné, de Doumer, de Saint-Joseph-Minorel, de l'opération rugby entre le compte de la ville et celui des activités diverses. Décidément, la transparence y perd.
Enfin, du côté des recettes, quelques-unes ont aussi attiré notre attention. La dynamique des DMTO, qui confirme la minoration récurrente de la prévision budgétaire que nous avions signalée sur les présentations de budget précédentes. Enfin, systématiquement, en élaborant le budget, vous contraignez les dépenses. Pourquoi pas, vous allez me dire. Mais vous sous-estimez aussi largement les produits de la fiscalité. Mécaniquement, le budget adopté en équilibre quasi insincère, du coup, s'exécute avec un excédent qui ne relève pas d'un sage pilotage financier, mais bien d'une stratégie de communication et de vieilles habitudes. Depuis des années également, vous vous lamentez de l'effondrement de la DGF exercice après exercice. Monsieur L'Herbier en a encore touché un mot il y a quelques minutes. Permettez-nous de vous rappeler que les gouvernements successifs depuis la présidence de M. Nicolas Sarkozy, que vous les ayez soutenus ou pas, ne sont pas revenus sur la réforme de la DGF. Aujourd'hui même, au sein de votre majorité, composée aussi de fidèles du gouvernement, nous ne doutons pas que vous vous soyez mis d'accord pour porter chaque année une revendication sur le sujet. Nous vous invitons, Monsieur le maire, à prendre en compte nos remarques et observations pour que le conseil municipal et les Marcois disposent dès 2022 d'une information claire de chaque activité, en prévoyant un budget annexe par activité, à défaut d'une comptabilité analytique exemplaire et lisible. Ainsi, nous aurons un budget pour l'hippodrome, un autre pour le cinéma, un troisième pour le Mineurel, un autre pour la ferme aux oies, en plus du budget principal de la ville. La réglementation l'autorise, la transparence l'exige. Passé ces quelques remarques, nous tenons à nouveau à saluer le travail et le professionnalisme des équipes de la ville et des finances publiques et approuverons donc l'ensemble des comptes administratifs et le compte de gestion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Pichon. C'est Madame Roussel qui prend la parole. Madame Roussel, vous avez la parole. Monsieur le maire, chers collègues, l'exercice obligé chaque année d'examen du compte administratif nous invite à quelques répétitions. Celui de l'année 2020, examiné aujourd'hui, où l'on pouvait penser que rien après la pandémie ne serait plus comme avant, incite à quelques réflexions qui devraient dépasser les satisfecit habituels. Oui, Marc prouve toujours qu'elle est une ville riche et qu'il est plus facile de réaliser de grands investissements dans cette commune que dans d'autres qui peuvent nettement moins compter sur les recettes de l'impôt et des transactions immobilières. Bien entendu, je ne remets pas ici en question la gestion de la ville, tout comme le travail considérable de tous les services et de leurs responsables envers lesquels je renouvelle tous nos remerciements. Mais la philosophie que sous-tend votre analyse est tout entière contenue dans votre introduction. Non, une collectivité locale n'a pas à être comparée, c'est votre terme, même un autre terme, jusqu'à un certain point, à un service, à un prestataire de service. C'est un service public. C'est tout que depuis... C'est un service public, c'est tout que depuis plusieurs décennies, on a mis à mal et que vient d'achever, entre autres, la loi du SOP, à laquelle vous faites référence, qui est la négation du statut de la fonction publique française. Elle fait suite à la réforme de la taxe d'habitation qui met à mal l'autonomie des communes. Mais j'en ai déjà parlé dernièrement. La ville déplore une nouvelle fois la baisse de la DGF. Si Marc peut la supporter, d'autres communes sont particulièrement en difficulté. C'est ainsi que l'on a mis en concurrence les collectivités locales qui doivent supporter les transferts de charges de l'État. L'incidence de la crise sanitaire sur notre budget est, comme vous le dites, à relativiser par rapport au budget de la ville, et ce, malgré l'ampleur de la mobilisation des personnels et des bénévoles. Vos marges de manœuvre restent très importantes, puisque le fonds de roulement se monte encore à plus de 20 millions d'euros. Votre politique d'investissement repose toujours sur la même stratégie, le financement sur fonds propres et la recherche de multiples subventions.
ce qui se traduit par des économies sur le fonctionnement, c'est-à-dire sur les personnels, toujours considérés comme des charges et auxquels petit à petit on substitue le privé dans un processus bien engagé d'externalisation. Ceci est d'autant plus remarquable qu'en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, Marc se situe en dessous de la moyenne de la strate. Nous avons analysé comme il se doit chacun des chapitres énumérant vos actions au cours de l'année 2020. Nous estimons que l'accent n'a pas été assez porté sur 2 points. La jeunesse d'abord, les ados et pré-ados, surtout après cette crise sanitaire, ont besoin d'un panel d'activités gratuites, collectives, bien encadrées, qui leur redonnent l'envie de se réaliser, de trouver leur place dans une société difficile. Nous pensons également à l'ampleur de la tâche en direction des personnes âgées et en perte d'autonomie, alors même que la loi semble abandonnée. Vous envisagez à l'échelle de la commune un nouveau projet en direction des seniors, projet auquel nous serons très attentifs dans la mesure où, en outre, il risque d'impacter fortement les personnels. Ce compte administratif a donc, une nouvelle fois, mis en lumière votre capacité à épargner. Autant nous comprenons qu'il faille réserver une petite poire pour la soif, autant il serait dommageable, en ce moment où les services publics continuent tant bien que mal à subsister, sont les services de proximité communaux, il serait en effet dommageable que vous vous contentiez d'augmenter le volume du bas de laine. Malgré ces remarques formulées, et étant donné que nous avons à nous exprimer sur la sincérité des écritures comptables, nous voterons ce soir le compte administratif comme le compte de gestion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Roussel. Monsieur L'Herbier, est-ce que vous voulez apporter quelques réponses? Et si d'autres veulent prendre la parole, Monsieur Papias-Julie ensuite, ou d'autres? Oui, quelques réponses. Bon, tout d'abord à Monsieur Pichon. Bon, c'est vrai que vous me dites que je rappelle sans arrêt la DGF, hein, mais vous nous rappelez sans arrêt un compte d'attente qui date de 5 ans. Je pense qu'effectivement, ce compte a été purgé. Et en plus, ce compte d'attente, il avait été mis légalement à la trésorerie. Et bien évidemment, tant qu'on n'avait pas de besoin de l'utiliser, il avait été effectivement transféré par année à hauteur de 1 million par 1,5 million, 2 millions, etc., pour être complètement purgé, et la CRC avait complètement intégré ce processus d'appurement. Vous nous dites que la DMTO elle est minorée tous les ans en fonction du budget et du résultat. Mais qu'est-ce que ça serait si on disait qu'on faisait une DMTO à 3 millions et puis qu'une année on réalise 2,5 millions? On dirait qu'est-ce que vous êtes des mauvais gestionnaires. Bon, cette année, c'est le marché, c'est pas la ville qui gère les transferts immobiliers sur la ville, c'est le marché. Qu'est-ce que vous voulez? Donc il faut être très prudent, et vous l'avez vu que nous le sommes. Par contre, vous êtes paradoxal aussi, Monsieur Pichon, dans la mesure où vous nous dites qu'on n'a pas de comptabilité analytique. On a été les premiers à passer en M57. Et comme vous le savez, la M57 permet effectivement d'être beaucoup plus transparente. Et je pense qu'à ce niveau-là, ne vous en déplaise, nous sommes exemplaires. Merci beaucoup. Monsieur Papias-Julie, vous voulez dire un petit mot? Oui, merci, Monsieur le maire. Mais, Monsieur le maire, mes chers collègues, il y aurait beaucoup à dire en fait sur l'intervention de Monsieur Pichon. Alors moi, j'ai quand même relevé une phrase. Je le cite. La politique que vous menez, donc en s'adressant naturellement à la majorité municipale, n'est pas celle que les Marquois attendent. Alors, bon, bien évidemment que nul n'est parfait, que sur beaucoup de sujets, peut-être, on est perfectible, parce que je pense que dans nos fonctions, il faut avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie. Mais au fond, je me demande toujours, comment se fait-il que les Marquois ont exprimé à plus de 73% leur accord sur précisément cette politique, et
à 10% pour la vôtre. Voilà, la réalité, Monsieur Pichon, elle est là, parce que, au fond, c'est vrai, on peut travailler ces discours comme vous l'avez bien fait, mais on peut aussi brasser du vent. Les chiffres, eux, ne sont pas têtus, les chiffres ne mentent pas, et la réalité, elle est là. Voilà, c'est l'observation que je voulais faire. Est-ce que quelqu'un demande la parole? Moi, je vais faire 2 ou 3 petites observations. Je me réjouissais, je voyais Didier Hélard à l'instant également sourire lorsque Madame Roussel a parlé d'une vraie politique en direction de la jeunesse et des ados. Et je regardais France 3 ce midi avec un magnifique reportage sur cette manifestation hier du rugby, avec ces jeunes innombrables qui étaient là, et tout le monde de dire formidable ce qui est fait. On a vraiment beaucoup de chance d'être dans ce cadre extraordinaire avec ces nouvelles installations. Bon, pour ne prendre que l'exemple du sport, 12 000 licenciés sportifs avec des installations qui me paraissent un petit peu, comment dirais-je, remarquables. Bon, on peut dire le contraire, mais c'est pas bien grave. Sur les personnes âgées, Madame Roussel, comme vous le savez, effectivement, j'aimerais que l'on fasse un très grand travail avec donc la maison de retraite de Marc-en-Barœul, les provinces du Nord, pour la remettre au niveau le plus élevé de confort pour nos concitoyens et les plus âgés. Et donc on y travaillera, et vous savez très bien que sur ce sujet, vous faites partie du conseil d'administration de cette maison de retraite, et donc de cette EHPAD, et donc nous aurons à en discuter. Non, deux observations. 3. La première, c'est que vous dites tous, on va voter le compte administratif, parce que de toute façon, le compte administratif, il est formidablement bien tenu, les comptes sont impeccables, voilà, il n'y a rien à dire. Donc n'essayez pas, en disant une chose, de dire son contraire une seconde après. Il faudrait savoir où les comptes sont bien tenus, où ils ne sont pas bien tenus. Bon, donc le compte de gestion, il est le même que celui du compte administratif. La sincérité des comptes n'est pas à mettre en cause, donc ce n'est pas la peine d'essayer. Et moi, ça, je trouve ça toujours détestable en politique, quand on essaye de semer un petit peu le trouble. Et ça, c'est pas bien, parce que c'est pas vrai. Donc bon, après, vous n'êtes pas d'accord avec un certain nombre de nos orientations. Les Marquois nous ont largement honorés de leur confiance, avec 73,3%, et on vient de le rappeler, avec d'autres qui ont fait beaucoup moins, mais vous êtes élus, et donc on respecte chacun. La DMTO. Donc la DMTO, c'est ce que l'on touche à la ville sur les ventes immobilières. Mais dites donc, si la DMTO est dynamique, c'est parce que la ville est attractive, c'est parce que les gens sont contents de venir habiter à Marc-en-Barœul. Donc c'est la plus belle des récompenses qu'on puisse avoir, c'est la plus belle des réponses qu'on puisse vous faire. Si la DMTO, elle est importante, d'abord nous, en début d'année, on ne peut pas savoir qui va vendre ou pas sa maison. Ça dépend du nombre de personnes qui vendent une maison. Et l'intérêt, c'est qu'ils vendent et ils restent sur Marc-en-Barœul, pour la plus grande partie d'entre eux. La DMTO, importante dans la ville de Marc-en-Barœul, démontre que Marc-en-Barœul est une ville attractive, où il fait bon vivre, où les gens ont envie de venir. Pointe à la ligne. La deuxième observation, c'est que vous parlez d'épargne, le bas de laine, etc. Dites, vous avez bien lu le compte administratif, là, les amis, là ? Parce qu'en investissement, il y a 14 millions d'euros d'investissement. Ça, c'est une ville dynamique. C'est une ville qui investit, et que l'on regarde un petit peu les villes de la même strate qui auraient investi autant que nous dans de très belles opérations dont tout le monde s'attache à dire qu'elles sont tout à fait remarquables. Voilà. Bon. Alors après, je vais quand même vous dire un truc qui me démange, parce que moi, je vais vous dire une chose, Monsieur Pichon, je suis très fier de tous les membres de mon conseil municipal. Et je suis très fier de mon groupe majoritaire, parce que dans mon groupe majoritaire, j'ai du respect, de l'estime, de la confiance dans toutes les personnes qui font partie de mon groupe majoritaire. Voilà. Ce qui est un petit peu triste, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est de voir que dans votre liste à très large spectre, vous avez parmi vous une personne qui s'appelle M. Sommerard, qui est membre du Front National,
et qui donc, ça ne vous gêne absolument pas, mais qui se présente aujourd'hui aux élections départementales. Eh bien, voyez-vous, donc moi je suis fier de mon groupe majoritaire, et dans votre groupe, eh bien, il y a une personne qui était sur votre liste et qui aujourd'hui se présente aux élections départementales avec l'étiquette du Front National. Donc voilà, je voulais quand même vous répondre à ce petit point. Maintenant, je vais vous laisser puisque on va simplement voter. Oui, Monsieur Tonnel, vous vouliez prendre la parole. Merci, Monsieur le maire. Bon, sur François Sommerard, c'est facile, c'est très facile. François Sommerard, il est comme tous les Marquois, il a le droit de se présenter sur la liste qu'il souhaite et il a le droit d'être candidat où il le souhaite. Ça ne me pose aucun problème. Si vous mettez la pression dans votre majorité, aux composantes, aux différentes composantes variées de votre majorité, pour les empêcher de se présenter, c'est votre problème. Monsieur Sommerard, c'est un masseur kinésithérapeute très estimé à Marc. Il a toute notre confiance. Il n'est pas Front National. Il est le nouveau mouvement qui n'est pas du tout affilié au Front National. Il n'est pas adhérent du Front National. Maintenant, si vous voulez jouer là-dessus, jouez, ça m'importe peu. Monsieur François Sommerard est très estimé des Marquois. Dans le Croisé-la-Roche, il est très connu et il a le droit de faire ce qui lui plaît. C'est ça, la démocratie. Je vous remercie. On est bien sûr d'accord et il a le droit d'être candidat donc, sur la liste du Rassemblement national. Vous l'avez effectivement souligné. C'est votre choix de le soutenir et je pense que c'était important que vous puissiez le dire publiquement aujourd'hui. Vous soutenez donc le Rassemblement national. Merci de cette précision. Nous allons donc passer au vote, peut-être du vote du compte de gestion et puis ensuite je partirai pour le compte administratif. Il y a plusieurs délibérations. En fait. Je vais vous laisser, voilà. Il y a les deux votes sur les comptes administratifs. Et puis sur l'affectation. Et il y a les affectations après, du résultat. Voilà. Je vais revenir. Au revoir, à bientôt. Alors, mes chers collègues, nous allons procéder au vote du compte administratif. Attendez, je prends les délibérations. Alors, parce qu'il n'a pas fait approuver le compte de gestion, c'est à moi de le faire? Bon. Donc on va commencer par le compte de gestion. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité, je vous en remercie. Nous allons maintenant voter sur le compte administratif, le budget principal. Donc, qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité, je vous en remercie. Puis, l'affectation donc du résultat... c'est sommaire? Bon, d'accord. Bien. Donc, nous allons voter l'affectation du résultat du budget principal. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et puis, voilà. Et ensuite, vous avez d'autres délibérations, Monsieur L'Herbier? Oui, sur les décisions, une DM1, dont les trois premières lignes concernent un jeu d'écriture, justement, d'affectation du résultat qu'on vient de voter. Puis, donc, le financement d'un plan de relance pour les écoles, financement d'une provision pour le compte épargne-temps en mairie, financement de dépenses supplémentaires et surtout des modifications d'inscription relatives, comme je disais tout à l'heure, à la comptabilisation des avantages à nature qui jouent à la transparence sur les nouvelles instructions de la M57. Voilà. Bien, pas d'observation. Donc nous allons poursuivre notre conseil. La délibération suivante concerne donc le rapport d'activité. Attendez, j'arrive. Voilà. Donc nous arrivons maintenant au rapport d'activité 2020 du syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome de loisirs. Bon, vous savez que donc a été constitué entre les villes
Bondu, de Marquette, de Vambrechy, de Marc-en-Barœul, un syndicat intercommunal pour la gestion de l'aérodrome de loisirs. Et donc, chaque année, nous devons présenter donc, ce rapport d'activité, ce rapport de synthèse. J'ai cru comprendre que Mme Roussel ou quelqu'un d'autre de son groupe souhaitait poser une question sur le cigale. Vous avez la parole, Mme Roussel. Oui, Monsieur le maire et chers collègues, on nous demande régulièrement de prendre acte du rapport d'activité du cigale. Nous avons plusieurs fois rappelé l'importance de la contribution de la ville puisqu'elle s'élève à plus de 105 000 €. Nous avons noté dans le rapport que l'ensemble des élus du cigale avaient pu visiter en octobre dernier les installations de l'aérodrome et être informés des activités sur le site. Donc je vous fais une proposition honnête. Il nous semble qu'il serait normal que les membres du conseil municipal des villes concernées puissent eux aussi bénéficier du même type de dispositif à titre informatif, puisqu'ils sont interpellés par les habitants et qu'ils en votent la participation financière. Je vous remercie. Eh bien, c'est une très bonne idée, Madame Roussel. Je vais le proposer au président du cigale pour qu'on puisse être reçu et visiter les installations, parce que c'est vrai que c'est un espace très important, avec diverses activités, avec effectivement tout un ensemble d'actions qui sont menées. Et je pense que ce serait effectivement intéressant de pouvoir visiter cet espace, tout ce qui s'y passe, les travaux que l'on y fait, mais également les activités qui s'y déroulent. Et vous savez qu'il y a eu justement dernièrement également une action qui a été menée en lien avec les écoles de la ville de Marc-en-Barœul pour des plantations. Bon, il y a beaucoup d'élus de la ville qui sont allés voir ce qui s'y passait avec les enfants des écoles. C'était un très très beau dossier, très intéressant, mais moi je trouve que c'est une très bonne idée. Donc je vais proposer au président du cigale de nous inviter à aller visiter tout ce qui se passe sur cet espace très très important qui est juste à nos portes. Merci, Madame Roussel, de cette très belle proposition. Bien. Est-ce que l'on peut donc prendre acte, tout simplement, puisqu'il n'y a pas à délibérer, mais il faut prendre acte du rapport d'activité du cigale. Pas d'observation. Il est donc considéré comme accepté. La délibération suivante concerne le centre de vaccination et la convention que nous devons signer avec l'hôpital privé, la Clinique du Bois, qui fait partie du groupe Ramsay, puisque, vous le savez, les 7 villes qui ont travaillé ensemble se sont mises d'accord pour créer ce très important centre de vaccination, qui est le plus important, je crois, de la métropole, au moins, sinon de la région du Nord. Bon. Effectivement, il faut, pour pouvoir ouvrir un centre de vaccination, qu'il y ait, comment dirais-je, une structure hospitalière sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Bon. C'est vraiment une opération formidable, et vous me permettrez de saluer, de remercier les salariés de la ville de Marc-en-Barœul et de toutes les communes, parce que c'est vraiment un travail exemplaire, intercommunal, sans aucune structure autour de nous, mais intercommunal, qui a été fourni. Les maires se sont rencontrés, se sont entendus, les directeurs généraux ont travaillé énormément ensemble, et il y a eu, comment dirais-je, un travail merveilleux qui a été mis en place par les salariés de nos villes, puisque il y a toute une infrastructure administrative pour pouvoir prendre les rendez-vous, le CIVAC, etc. Donc il faut des ordinateurs, il faut du personnel pour s'en occuper, du personnel pour accueillir toutes les personnes qui vont se faire vacciner. Tout ça, c'est un travail fait par les communes. Et puis ensuite, il y a tout le personnel médical qui est présent sur place, des infirmiers, des médecins, des secouristes. Tout cela, c'est vraiment un très gros travail. Et je voudrais exprimer mon immense reconnaissance, puisque je parle sous le contrôle de Didier qui est souvent, mais on a tous été présents, tout le monde a été plusieurs fois sur site. On a, comment dirais-je, on a combien 70 000 personnes peut-être qui ont été aujourd'hui vaccinées sur le site. On est à au moins 1000 par jour aujourd'hui. Bien. Donc nous devons signer une convention avec la clinique du Bois, puisque en réalité l'État va verser une contribution, puisqu'il y a des frais incontestables qui sont aujourd'hui supportés par les collectivités territoriales,
Mais l'État va verser cette contribution à la clinique du Bois, enfin, aux structures hospitalières sur lesquelles s'appuient tous les vaccinodromes. Et donc, en réalité, il y aura un forfait qui sera versé par l'État par ligne de vaccination par jour effectif de fonctionnement. Et donc, cet argent, il faut après le redispatcher. Et donc, il y a 2 conventions que l'on veut signer. Une convention avec la clinique du Bois, au terme de laquelle, à livre ouvert, on donnera l'ensemble des frais qui sont les nôtres. Nous, on regroupe également les frais de toutes les communes. Et ensuite, on va faire des conventions entre la ville de Marcq-en-Barœul et l'ensemble des communes. Et chaque mois, les directeurs généraux vont se réunir pour bien comptabiliser tous les débours auxquels on a dû faire face, puisque pour l'instant, c'est nous qui faisons les avances, enfin nous, les communes concernées, qui faisons ces avances. Il y a des heures supplémentaires de dimanche, il y a du personnel de nettoyage, il y a du personnel administratif à des heures. Le personnel de nettoyage, c'est entre 18 et 20 heures, par exemple, c'est pas aux heures normales. Donc il y a tout un ensemble de frais, des gens qui seront en contrat à durée déterminée, peut-être pendant les vacances, parce qu'on va continuer à être ouvert pendant les vacances. Certains s'étaient dit, est-ce qu'on ne fermerait pas pendant les vacances? Non, et il y a la 2e injection pour un certain nombre de personnes, et donc les rendez-vous sont déjà fixés. Donc tout ça, il faut le mettre en musique. Aujourd'hui, moi je ne peux pas, bien sûr qu'on reviendra vers vous pour vous donner toutes les informations utiles, il n'y a pas de problème là-dessus, mais aujourd'hui je vous demande d'être autorisé à signer cette convention donc, avec l'hôpital privé Le Bois, le groupe Ramsay Santé, et puis quand on aura à livre ouvert fait le point de tout ce qui nous est dû, voilà, ce sera inscrit au budget de la ville. Et donc, je vous demande simplement l'autorisation de pouvoir signer cette convention à intervenir avec l'hôpital du Bois, qui sera suivie par une autre convention entre la ville, celle-là, et les communes concernées. Je ne me trompe pas, monsieur le directeur, ça a été un des premiers gros dossiers dont vous avez eu à connaître, mais j'en parlerai tout à l'heure, de votre arrivée sur la ville de Marcq-en-Barœul. Voilà pour les explications. Madame Roussel, est-ce que vous êtes renseignée? Ah, c'était madame... voilà. Allez-y, madame. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, chers collègues, mesdames et messieurs, mon intervention ne portera pas sur l'intérêt qu'a eu pour nos concitoyens l'installation sur Marcq d'un grand centre de vaccination qui a rendu d'éminents services à la population de notre ville comme à celle d'alentour. Mais nous nous interrogeons sur la politique de déprise du service public sous-tendu dans le financement de cette opération qui mêle services publics de santé et entreprises privées. Il y a là, à nos yeux, dévoiement de ce qu'est la sécurité sociale pour laquelle cotise tout citoyen. Merci de votre attention. Bien, merci madame. Monsieur Hélard, vous vouliez dire un petit mot? Oui, monsieur le maire, effectivement, chers collègues, moi je voudrais me réjouir effectivement du partenariat qui a eu lieu entre donc, la ville de Marcq-en-Barœul et les 6 autres communes, et puis le groupe de santé donc Ramsay, Lille Métropole, qui opère effectivement les vaccinations à la fois sur la clinique du Bois, sur l'hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq et sur l'hippodrome. C'est vrai que ça a été une belle aventure humaine, et puis c'est un enjeu de santé publique, la vaccination importante. Et puis on ne peut que se louer donc, vraiment du partenariat qui existe entre les professionnels de santé, les milliers de bénévoles qui sont régulièrement présents, le monde associatif. Et c'est vrai qu'on a un centre névralgique au niveau de la métropole avec l'hippodrome qui est reconnu dans toute sa structure. On l'y voit sur les chaînes télévisuelles nationales. Et je voudrais dire qu'effectivement, il n'y a pas, pour la vaccination, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu à la fois de la médecine libérale et de la médecine publique. Je pense qu'on fédère ensemble, on travaille ensemble. On l'a vu avec les 3 confinements au niveau des services de réanimation, en particulier 2e, 3e confinement. On a su faire travailler ensemble à la fois la médecine publique et la médecine privée. Je pense qu'il n'y a pas de dichotomie entre le public et le privé. Et puis, en fait, c'est l'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui octroie donc pour le CIVAC donc une ligne particulière pour chaque vaccination. Donc je pense qu'on ne peut pas
donc demander donc de pouvoir supprimer donc l'intérêt de la médecine privée. Puis je rappelle quand même que les médecins et les infirmières qui sont là sont beaucoup quand même des professionnels de santé du monde libéral. Je pense qu'il faut quand même pas avoir d'œillères, il faut effectivement, on ne peut que louer donc le travail qui est fait. Monsieur le maire est respecté par le préambule, c'était 4000 donc, de vaccinations le week-end dernier, c'est plus de 70 000 personnes qui ont été vaccinées à l'heure d'aujourd'hui que sur l'hippodrome, et puis également, donc c'est une action qui va se pérenniser, puisque depuis maintenant le 15 juin, il y a possibilité de vacciner les adolescents à partir de 12 ans, donc jusque l'âge de 17 ans révolu. Donc je pense qu'on a un enjeu de santé publique, puis on a un devoir d'essayer d'atteindre l'immunité collective pour pouvoir avoir un remède au coronavirus et éviter une 4e vague. Je vous remercie de votre attention. Oui, merci, monsieur là. Franchement, je le dis parce que je le pense profondément. Je voudrais exprimer mon immense reconnaissance à l'égard de monsieur Delemaire, qui est le directeur de la clinique du Bois. C'est quelqu'un qui est parfois là à 5h30 ou 6h du matin et qu'on voit encore à 18, 19 ou 20h le soir parce que c'est le dernier à partir. Et donc, je pense que tout le monde est épris voilà, de ce devoir que nous avons, effectivement, de vacciner le maximum de personnes. Et je ne comprends pas ce débat. Je le dis franchement, Madame Roussel. Chaque année, vous savez, pour la grippe, il y a 15 millions de personnes qui sont vaccinées en 2 mois de temps par les médecins libéraux. Ce n'est pas des médecins publics, ce n'est pas des médecins qui dépendent de l'administration, et donc, ou des pharmaciens qui sont des libéraux. Je veux dire, bon, donc surtout de grâce, c'est des débats, je n'arrive même pas à piger, que l'on puisse devant une situation pareille lancer ici un débat de cette nature. Enfin, c'est catastrophique. L'enjeu, c'est un enjeu de santé publique. Et donc, notre devoir, c'était d'être 100% sur l'objectif. Et moi, je suis fier de tous ceux qui viennent là, des médecins retraités en activité. Enfin, il y a des médecins qui sont des médecins référents aussi qui doivent être là, mais ils ont été là depuis le 20 mars. Et il y en a un qui s'arrête quelques jours là, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, vraiment, madame, avec beaucoup de respect pour vous, parce que vous savez très bien que j'ai beaucoup d'estime pour vous, madame Roussel, mais ce débat-là, non. C'est vraiment... on ne peut pas être la seule commune à avoir un débat de cette nature. Enfin, c'est surréaliste. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, on va poursuivre, et avec beaucoup de volonté pour sortir de cette situation. Enfin, je m'en prends à madame Roussel, alors que ce n'est pas elle qui a posé la question. Madame Odile Vidal-Sanier, voilà. Mais... Vous avez avancé masqué, alors je vous prie de m'excuser, Mme Vidal-Sanier. Je ne suis pas poli avec vous, et ce n'était pas mon but. Voilà. Mais je comprends, je respecte, voilà, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Petite précision complémentaire, monsieur le maire, pour dire quand même que c'est cet endroit qui a été idéal quand même, donc, puisque effectivement maintenant il y a 2 grands endroits sur la métropole, le Zénith et l'hippodrome de Marc-en-Barœul, Serge Charles. C'est quand même l'agence régionale de santé qui a décidé quand même que l'on pouvait donc pérenniser les actions qui avaient été à un moment que sur le week-end. Donc c'est tous les jours. Ça doit être géré par un centre médical et c'est l'ARS qui a choisi. Tu as raison de le rappeler parce que c'est évident. Bon, écoutez, on va voter cette délibération. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Bon. Nous arrivons aux délibérations de Madame Boulet. C'est ça? Allez-y, Madame Émilie Boulet. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est une délibération assez classique sur les accords de réciprocité. En fait, cette délibération vous est proposée au vote suivant les dispositions de l'article L212-8 du Code de l'éducation nationale. Ces accords de réciprocité permettent aux familles de déroger en fait à la carte scolaire sous certaines conditions, avec une participation réciproque des frais de scolarité entre les villes. Voilà, donc il vous est proposé de renouveler ces accords multilatéraux avec les communes. Je ne redis pas toutes les communes ni le montant pour chaque commune, mais vous les avez sous les yeux. Voilà. Des observations? On peut voter. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Sur la transition écologique, je passe la parole à Monsieur Pierre Verlet.
Bonjour à tous, bonjour Monsieur le maire, merci. Deux délibérations sur la transition écologique. La première sur l'installation de box, de huches à vélo qui vont permettre aux usagers de pouvoir garer leur cycle. Il faut savoir que la ville travaille sur la mobilité depuis de longues années maintenant. Le vélo est en très forte croissance sur le territoire de la ville de Marcq-en-Barœul. Je pense avoir même un chiffre en mémoire. J'ai essayé de le retrouver, mais je ne suis pas parvenu pour l'instant. Mais en tous les cas, la ville de Marcq-en-Barœul, sur le classement du FUB, la fédération du vélo, la ville de Marcq-en-Barœul est en 2e position sur la région des Hauts-de-France. Donc ça récompense clairement la politique volontariste de la ville à favoriser le vélo sur notre territoire. Et moi qui suis cycliste depuis plusieurs années, on le constate au quotidien, les cyclistes sont à vélo, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Et c'est l'occasion également de remercier énormément les services de la ville de Marcq-en-Barœul, puisque chaque année, ils déneigent, ils salent, ils nettoient les pistes cyclables pour que ça soit sécuritaire de se déplacer à vélo sur la ville de Marcq-en-Barœul, et ça contribue au fait que la ville soit bien classée dans son usage. Il y avait un point d'amélioration sur lequel on pouvait travailler, c'était faciliter l'accès au vélo pour les administrés qui n'en ont pas l'occasion. Quand on a un garage, il est assez simple de sortir et de rentrer son vélo pour aller au travail. Pour certains de nos concitoyens qui n'ont pas de garage attenant ou à proximité de leur maison, eh bien, il faut faire traverser le vélo dans la maison. Quand il pleut, c'est pas pratique. Ça salit, c'est pas pratique. Et on souhaite rejoindre une politique qui est menée par plusieurs communes dans les environs sur ces huches à vélo qui permettent de mettre environ 5 accroches vélo et qui vont permettre à nos concitoyens de se garer le soir facilement à proximité de chez eux. On va tester cela sur 2 emplacements. Et la contrepartie, ou en tout cas l'engagement que prennent les concitoyens, c'est d'utiliser leur vélo au quotidien. Voici pour cette première délibération. Je fais la deuxième tout de suite. La deuxième délibération est une délibération un peu plus technique sur un ancien programme qu'on réalise depuis presque 20 ans maintenant sur des primes de récupération d'eau pluviale. L'eau pluviale est un bien cher, il faut en être attentif. On est également sur un bassin partagé avec la Belgique et nous sommes en amont de ce bassin. Il est d'autant plus important d'être vigilant à l'utilisation qu'on a de l'eau. On a souhaité remettre à jour cette délibération pour la cadrer, pour la remettre au jour administratif et également pouvoir insister dessus pour sensibiliser plus fortement nos administrés. Bien. Qui avait demandé la parole sur ce sujet? Madame Odile Vidal-Sagné, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc j'interviens sur la délibération 1821 sur les stationnements vélos. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, chers collègues, mesdames et messieurs, la création de boxes pour les vélos est une bonne chose et cela fonctionne déjà sur la commune de Lille où ce système a été mis en place, Pierre Verlet vient d'en parler. Encourager la pratique des modes doux et en particulier le vélo va dans le sens de la transition écologique. Cela permet également de se maintenir en bonne forme physique. Je voudrais compléter quelque chose dont je n'avais pas entendu parler lors de la commission. Apparemment, il y a eu une demande des jeunes habitants du quartier Méfour-Pellevoisin qui souhaiteraient l'installation d'une station Vélil pour se rendre au travail sur les communes voisines et pouvoir compter sur davantage d'équipements pour le vélo sur la commune, que ce soit piste cyclable ou arceau à vélo. Je vous remercie de votre attention. Oui, merci beaucoup, madame. Donc, effectivement, on se réjouit de ces installations qui permettent aux gens de garer, le cas échéant, un vélo, sans oublier que chacun doit essayer quand même de le mettre chez lui, parce que bon, on est quand même sur le domaine public, et donc ça ne peut être que quelque chose de complémentaire, et non pas quelque chose qui se substitue aux soins que chacun doit apporter à pouvoir, quand il le peut, garer son vélo, soit dans son garage, soit dans son habitation, à l'arrière de son habitation. Ce n'est pas toujours possible, il faut qu'on réfléchisse, et ce sont de nouvelles approches, et c'est tout à fait intéressant. Voilà. Sur le Vélil, c'est une politique métropolitaine, et vous savez que, le Vélil est quelque chose qui a été déployé il y a très très nombreuses années, qu'il y a peut-être une redistribution à imaginer, mais c'est quelque chose de très compliqué à faire. Il y a des réflexions en cours à la MEL, et je ne manquerai pas de porter les demandes des personnes qui ont été
comment dirais-je, je ne manquerai pas de transmettre la demande des habitants donc, du Buisson-Méfour-Pelvoisin, puisque en fait j'avais reçu la lettre, donc bien évidemment, et c'est un sujet que je connais bien. Voilà. Alors, je vous passe la parole, Monsieur Tonnel, et je rappelle aussi que pour favoriser donc l'usage du vélo dans la ville qui se développe beaucoup, on a également développé énormément, et on continuera à le faire, j'allais dire quasiment à la demande, à chaque fois qu'on pourra mettre de nouvelles attaches vélo, mais j'ai en mémoire que donc, nous avons réalisé une centaine d'attaches vélo, ou 90, je ne sais plus combien. Il y a 88 pour être précis, accroches vélo de prévues en plus du parc déjà existant. Voilà. Monsieur Tonnel, vous aviez demandé la parole. Oui, Monsieur le maire, simplement une remarque que j'ai faite en commission finance, puisqu'il n'y a pas de commission sécurité, au sujet d'une prime qui pourrait être mise en place. Vous avez mis en place, et on s'en est félicité, une prime pour protéger la voiture et pour garantir la sécurité des véhicules. Si on veut faire du vélo à marque, encore faut-il pouvoir conserver son vélo et pas se le faire voler. Il en est de même pour les scooters. Pourquoi ne pas mettre en place une prime pour permettre aux gens d'acheter un cadenas ou une protection vélo ou scooter qui soit digne de ce nom? Voilà, je vous remercie. Oui, monsieur, nous y travaillons. Monsieur Verlet. Je rappelle également que lors de ce conseil municipal, enfin d'un précédent, pardon, on avait aussi indiqué que la ville avait donné une prime pour les vélos. D'ailleurs, on a commencé avec celle de la métropole européenne de Lille en 2017, si j'ai bonne mémoire, et on avait été voir tous les vendeurs de cycles du voisinage, qui, en l'occurrence, il n'y en a qu'un sur Marc-en-Barœul, les cycles février, qui s'étaient également engagés à compléter la prime de la ville par des équipements complémentaires dont faisaient partie les cadenas. Donc ça faisait effectivement partie de cette démarche, et d'autres distributeurs de vélos plus gros se sont également joints à ce type de démarche complémentaire, et je ne peux que renchérir sur l'importance d'avoir un cadenas très costaud sur les vélos. Et sur tout type d'appareil d'ailleurs, au passage. Merci, on va voter. Qui est pour cette délibération, ces deux délibérations? Merci à vous, unanimité, c'est très bien. Alors, donc maintenant j'ai les délibérations donc, de Sophie Rocher qui donc, est excusée. Vous avez vu qu'il y a un avenant qui est soumis à votre approbation, puisque donc l'exploitant du cinéma aujourd'hui a répondu à une de nos demandes, puisque en fait la société Holding Barbieux a créé à notre demande une société dédiée par action simplifiée qui s'appelle la société M-Ciné, puisque nous voulions qu'il y ait une structure juridique idoine consacrée exclusivement à l'exploitation de ce cinéma. Et donc c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et la société M-Ciné vient aux droits et obligations de la société Holding Barbieux. C'est juste donc un ajustement qui ne change rien. Simplement, l'avenant également qui est soumis à votre approbation, a pour objet aussi d'acter le démarrage de l'exploitation du cinéma au 16 juin et puis d'arrêter effectivement les comptes d'exploitation prévisionnels qui ont été mis à jour à la date effective de démarrage de cette exploitation. Voilà. Alors, je ne sais plus s'il y avait une demande de prise de parole sur ce sujet. Qui avait demandé la parole? C'était vous, Madame Roussel. Vous avez la parole, Madame Roussel. Monsieur le maire et chers collègues, je vais être un peu plus large que répondre à cet avenant. Donc cette délibération porte sur l'avenant au contrat de concession accordé à la société Holding Barbieux pour l'exploitation du cinéma au Pont des Arts. Nous savons que la population s'interrogeait sur la fin des travaux et la date d'ouverture de cet important équipement. La pandémie a retardé les échéances qui finalement devaient être fixées en septembre, réponse qui m'avait été régulièrement faite au motif que la saison cinématographique commençait à l'automne. Nous sommes donc très satisfaits que l'ouverture ait été avancée et qu'elle ait donné lieu à des prestations musicales de qualité avec le Machine Band et l'Orchestre de la Renaissance, prestations qui pourraient laisser présager une belle fête de la musique à Marcq le 21 juin, après les annonces gouvernementales d'hier soir. Mais il y a quelques coïncidences de calendrier qui ne nous paraissent guère innocentes, quand avec l'ouverture au public hier, l'inauguration intermédiaire a eu lieu à quelques jours seulement d'échéance électorale. Dorénavant, des questions essentielles nous sont posées.
notamment l'accessibilité par transport en commun facile et fréquent pour la population des différents quartiers de Marcq. Je pense notamment à ceux du bourg et du nouveau bourg, entre autres. Et nous sommes tout à fait disposés à travailler avec vous pour que, pour que la possibilité à cette population de venir au Pont des Arts en transport en commun et en mobilité douce. Merci. Oui, Madame Roussel, bon, c'est la réglementation fixée par le gouvernement qui a fait qu'on ne pouvait pas ouvrir plus tôt le cinéma. On l'ouvre parce qu'on a la possibilité de l'ouvrir, on en est très content, et je pense que c'était extrêmement attendu par tout le monde. Donc voilà, c'est très bien, et tout le monde est heureux. Vous me dites que c'est très bien, que l'on était super heureux de voir l'orchestre de batterie fanfare, donc la Renaissance, pouvoir jouer sur ce balcon de la même manière que le marching band. Voilà, on est très content effectivement qu'il y ait cette espèce de renaissance, et ça porte tellement bien son nom, ce joli orchestre de la ville de Marcq-en-Barœul. Mais je crois qu'il y a un problème pour la fête de la musique, puisqu'il y a des restrictions très importantes qui sont encore fixées par le gouvernement. Et d'ailleurs, enfin, je pourrais vous le retrouver, vous le donner, mais je crois que malheureusement, on peut pas... On ne pourra pas, hein, non, on ne pourra pas faire de fête de la musique, alors qu'on aurait tellement aimé pouvoir le faire. Tous ceux qui avaient préparé des manifestations pour ce jour-là sont obligés. Alors, tu peux peut-être le dire, Alain Chastan, parce que je vais retrouver le document pendant ce temps-là. Monsieur le maire, chers collègues, on a effectivement reçu lundi matin une lettre du Premier ministre, j'allais dire, sur laquelle pourrait abonder d'ailleurs le préfet, puisque pour durcir encore, j'allais dire, les mesures qui nous sont demandées, donc qui interdit toute prestation extérieure, tout rassemblement au-delà de 10 personnes sur la voie publique, qui interdit les concerts sur terrasse, j'allais dire, au niveau des bars-restaurants, et donc de toute manifestation extérieure. Seuls sont autorisés dans les établissements, les ERP, avec la jauge effectivement maxi de 5000 personnes à 65% de la jauge. Donc voilà, donc la fête de la musique telle que nous l'avions imaginée ici sur la ville de Marcq-en-Barœul, avec j'allais dire, des fêtes dans les différents quartiers, est purement interdite. Lettre du ministre qui nous est tombée lundi matin. Et moi, je vais vous lire un petit document qui m'a été adressé hier par l'Association des maires du Nord. Un protocole sanitaire a été élaboré par le ministère de la Culture en vue de la fête de la musique. En application de ce protocole et de la loi de gestion de sortie de la crise sanitaire, nous souhaitons vous aviser que Monsieur le Préfet envisage de prendre une mesure d'interdiction des concerts spontanés sur la voie publique et au sein des bars et restaurants, ERP de type N, terrasse incluse, du vendredi 18 juin à 18h au 22 juin 0h. Donc voilà, on avait bien sûr prévu un certain nombre de choses et on s'en réjouissait, mais ça n'est pas possible. Donc moi, j'applique, c'est tout. C'est quand même très compliqué. Donc bon, voilà. Mais on est quand même dans une phase de sortie de cette crise, et donc soyons optimistes. Et puis de la même manière, comme je l'ai expliqué, on ne peut pas prévoir de faire le 14 juillet cette année comme on l'aurait aimé, puisque tout simplement avec une jauge de 5000 personnes, si Jean-Baptiste Guégan, qui se réjouissait de venir, ramène 15 000 personnes et qu'il y en a 10 000 à la grille qui ne peuvent pas rentrer, on va devant des problèmes, c'est pas la peine. Donc on prévoit de faire une très jolie fête de rentrée, j'allais dire, le 28 août prochain, puisque juste après c'est la braderie, après c'est la Saint-Vincent d'automne qui va arriver très vite, etc. Bon bref, ok. Mais donc on a prévu le 28 août de faire une grande fête de rentrée, j'espère, de tout mon cœur, que l'on pourra la faire. Mais on sent quand même qu'il y a une nouvelle dynamique, et ça c'est très prometteur, et on sent bien que tout le monde est heureux de pouvoir retourner, se cultiver, enfin quel bonheur. Bon voilà, donc je sais très bien que tout le monde a mis tout son cœur à ce que, comment dirais-je, ces visites qu'on a faites soient des réussites ouvertes sur toutes les associations du quartier. Merci à vous, on va voter cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Merci beaucoup. Les autres délibérations de Sophie Rocher sont des délibérations inhérentes à la crise sanitaire, puisque, effectivement, les conditions sanitaires de l'année scolaire 2020-2021 ont perturbé grandement un certain nombre d'activités
artistiques, culturelles ou sportives. Et donc, on a proposé pour les activités qui dépendaient de nous, artistiques et culturelles, que donc il y ait des remises gracieuses des droits d'inscription annuels qui soient donc offertes aux familles. Bon, voilà, puisqu'elles n'ont pas pu bénéficier de la structure. Donc je pense que ces délibérations n'appellent pas d'observation de votre part, et c'est bien sûr en ce sens qu'il fallait agir. Je pense qu'on est unanimement d'accord, pas d'observation. Merci à vous. Monsieur Papiachvili, vous avez vos délibérations. Monsieur le maire, mes chers collègues, alors deux délibérations qu'on peut coupler sur les aides à nos entreprises de proximité. La première, donc, c'est une subvention qu'il vous est proposée pour l'hôtel du Croisé, 1 108 €. Alors ça, c'est le prix d'une enseigne, d'accord ? C'est pour ça qu'on avait baissé le plafond. Et puis le salon de coiffure Profil, qui a déménagé de quelques mètres et à qui il vous est proposé d'attribuer 5 436,35 €. Alors, la deuxième délibération, c'est justement fort du succès de cette politique en faveur de nos commerçants et artisans. Et comme vous le savez, n'ayant pas la compétence économique, nous sommes contraints de conventionner avec la région. D'accord ? C'est la région qui nous donne un petit peu sa compétence économique, et puis donc il y a une convention, et c'est la convention qu'il faut renouveler. Alors quand même un petit chiffre par rapport à toutes ces aides, puisque, monsieur le maire, mes chers collègues, on approche des 300 000 €, donc depuis 2019. On a un budget de 500 000 € sur 5 ans. Alors peut-être qu'il faudra tous ensemble se poser des questions quand on va arriver petit à petit sur ce plafond. Je ne sais pas s'il y a des interventions sur ces deux délibérations. Pas d'observation. Monsieur Séhaï, vous avez la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, notre groupe se félicite de cette démarche conjointement avec la région et donc du renouvellement de cette convention. Sauf que là encore une fois, comme tout à l'heure, nous regrettons le calendrier puisque la précédente convention arrivait à échéance en décembre dernier, et nous nous félicitons qu'une nouvelle convention soit proposée à quelques jours des échéances électorales avec la région. Voilà. Mais donc notre groupe approuve cette convention. Bon, enfin bref, ça n'a franchement, M. Séhaï, strictement rien à voir. On souhaite juste poursuivre la politique. Si vous n'aviez pas demandé la parole, on n'en aurait même pas parlé, je crois. Donc franchement, j'ai du respect pour ce que vous dites, mais il faut continuer à verser les aides que nous versons, et il faut prolonger notre convention avec la région. Bon, on arrive à une échéance, certes peut-être électorale, mais ça, franchement, ça n'a rien à voir. Et j'attire juste votre attention sur le fait que toutes les collectivités territoriales ou les établissements publics ont fait des efforts extrêmement importants en direction donc, de nos commerçants. Je pense que pour la MEL, ça doit représenter quelque chose comme 30 millions d'euros qui ont été donc mobilisés pour aider les commerçants, les artisans dans cette période terrible du Covid. Donc la région, la MEL, les villes ont fait vraiment des efforts tout à fait notables dans ce domaine. Voilà. Bien, on vote. Qui est pour ? Merci. Madame Goub. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues. J'ai deux délibérations. La première concerne l'avis que doit donner le conseil municipal sur les projets de modification des 11 PLU de la métropole. Alors parler de 11 PLU, ça fait surprenant puisque nous parlons toujours du PLU. En fait, un tout petit rappel historique. En décembre 2019, ont été intégrés à la MEL 5 communes des WEP, Aubert, Bois-Grenier, Fromelles, Le Mesnil, Radinghem en WEP, mais également en 2020, 5 autres communes, la communauté de communes de la Haute-Deule, Provins, Neulin, Beauvin, Laine-les-Marais et Carvin, donc ça fait 10 communes, sachant que chacune de ces communes avait un PLU. La MEL ayant elle-même un PLU, actuellement on se retrouve donc avec 11 PLU. Voilà l'explication
de la notion de 11+. Alors, c'est le 23 avril 2021, donc cette année, le Conseil de la MEL a souhaité tirer le bilan de la concertation avec les communes. On s'est rendu compte que ça pourrait être intéressant d'avoir quelques petites modifications du plus, sachant que pour la commune de Marcq-en-Barœul, il n'y a pas de modification souhaitée au niveau de ce qui est envisagé. Alors, les objectifs de ces modifications, donc pour les 11+, effectuer certains ajustements pour garantir l'efficience des règles et leur mise en œuvre. Par exemple, dans le plus, prévoyez une augmentation de surface d'une habitation de 40 mètres carrés avec une véranda. Ça laissait supposer qu'il fallait une place de parking en plus. Vous vous rendez compte que ce n'était pas très cohérent, donc c'est ce genre d'ajustement qui va être fait. Deuxième chose, sécuriser les autorisations d'urbanisme en limitant les marges d'interprétation pour que tout le monde raisonne exactement de la même façon sur tout. Respecter les engagements pris et puis intégrer certains documents qui ne figuraient pas dans le plus, par exemple les champs captants dans le sud de la métropole. Également, tenir compte du renouvellement des conseils municipaux qui, dans certains cas, ont pu entraîner certains souhaits de modification locale, conforter l'aspect environnemental et puis poursuivre les orientations du PADD dont on a déjà discuté. Donc, ce que l'on vous demande, c'est d'accepter, d'émettre un avis favorable à ces différentes petites modifications. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observations. On vote. Qui est pour? Merci à vous. Alors, j'avais été tout à fait incorrect à l'égard de Nicolas Papiachvili, puisque je l'ai frustré de 2 délibérations. Je lui rends donc la parole. Oui, merci, Monsieur le maire. Très rapidement, 2 délibérations, en réalité 2 subventions. Alors, une pour une adhésion donc, à la Chambre de commerce franco-belge. Elle est de l'ordre de 210 €. Donc, on est jumelé en fait avec la ville de Kurnes, et dans ce cadre, eh bien, il est pertinent d'adhérer à cette Chambre de commerce franco-belge. Et puis, deuxième subvention, cette fois-ci à l'Association des commerçants et artisans du Septentrion. Alors, vous savez que nous sommes très attachés au quartier des Belles Terres, et que dans le quartier des Belles Terres, il y a ce lieu qui est une véritable parenthèse bucolique, qui est le Septentrion, et que depuis maintenant quelques années, nous accompagnons pour qu'elle puisse retrouver tout son dynamisme. Et là, il vous est proposé donc d'allouer 4 000 € de subvention à cette association. Alors, en réalité, cette subvention avait déjà été votée. D'accord ? En 2019, c'est la même subvention, sauf que entre-temps, avec le Covid, ils n'ont pas pu régulariser notamment leur association. Tout est maintenant en ordre pour qu'ils puissent recevoir cette association. Et j'en profite pour vous annoncer qu'ils font une très belle manifestation cet été. Je remercie d'ailleurs Annie, notre collègue Annie Delobel, qui avait été représenter la ville à leur assemblée générale, puisqu'ils sont en train de préparer un marché estival qui aura lieu le 26 et le 27 juin de 11h à 20h. Très bien. Alors, Monsieur Séhaï, peut-être vous aviez demandé la parole, je crois. Vous avez la parole, Monsieur Séhaï. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, notre groupe partage la préoccupation de la majorité municipale pour accompagner le développement du parc du Septentrion, qui est effectivement un élément important des équilibres écologiques de la ville. Néanmoins, dans les motifs de la subvention, il est invoqué l'embellissement et le fleurissement des boutiques du secteur du Septentrion. Autant donc nous soutenons tout à fait les efforts d'animation qui sont absolument nécessaires pour ce secteur, autant l'embellissement de ce territoire nous paraissent relever des propriétaires de la Fondation Pruvot, mais pas de la ville. Donc nous insistons pour que cette subvention soit bien fléchée sur les animations plutôt que sur l'embellissement. C'est bien noté, Monsieur Séhaï. Après, il faudra qu'on ait une discussion avec eux, mais c'est vrai qu'il y a la propriété, puis il y a l'association qui essaye de se débrouiller avec tous ces commerces qui sont installés à cet endroit-là.
bon voilà, ils ont plein d'idées, ils fourmillent d'idées. Alors peut-être que si vous voulez, il y a les figures libres et puis les figures imposées, et que dans les figures libres, ils souhaitent améliorer le cadre esthétique de cet ensemble. Bon voilà, donc on va voir avec eux. Mais franchement, moi j'invite tout le monde à aller revisiter, redécouvrir, retrouver Septentrion. C'est un lieu magique. Le bois est splendide. Il y a des promenades formidables à faire. Et puis en ce moment, je suis allé la semaine dernière, il y a des nouveaux restaurants qui sont en train de s'aménager. C'est vraiment très, 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 très sympa. Ils font beaucoup, beaucoup d'efforts. Et c'est pour ça qu'on veut les accompagner au maximum. Et c'est vrai que Annie a fait beaucoup avec d'autres ici autour de la table, mais pour qu'on puisse être plus partenaires encore. Bon, après, qui est un contrôle, et voilà, j'écoute ce que vous dites, qu'on soit attentif. C'est de l'argent public, on doit bien sûr être attentif. OK. Merci à vous, M. Sehaï, de ces observations. On peut voter ces deux dernières délibérations de M. Papiachvili. Qui est pour? Merci à vous. Unanimité, c'est bien. Alors, Madame Goub, il y avait donc une autre délibération? Oui, une délibération toute simple. C'est un protocole transactionnel. Un service avait fait une erreur en utilisant un dessin qui n'était pas libre d'utilisation. Et du coup, la personne, la photographe qui en était titulaire, a à juste titre fait jouer sa propriété intellectuelle. Donc il y a eu une négociation avec elle et donc on a transigé à 1 500 €. Bien. Bon, pas d'observation sur cette délibération. Je passe la parole à M. L'Herbier. Vous avez un... Non? Non? Pas d'observation? Pas d'observation. En fait, c'est sur la commission consultative des services publics locaux. Bon, c'est l'information sur les... Oui, non, mais bien sûr. Non, mais il n'y a pas d'observation. On est d'accord sur cette délibération. Pas d'observation, bien évidemment. Bon. Et par contre, il y a une autre délibération sur les modalités de tarification de la ferme aux oies. Pas d'observation non plus. C'est adopté. Et puis, donc, Madame Jonquet, vous avez la parole pour vos délibérations. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. La délibération que vous avez sous les yeux, c'est une poursuite du partenariat que l'on a avec la CAF depuis de nombreuses années. On avait démarré avec le contrat petite enfance, qui a été poursuivi par le contrat enfance-jeunesse. Et aujourd'hui, la démarche de la CAF, c'est de lancer une nouvelle convention qui s'appelle Convention territoriale globale. Au niveau des financements, on va lisser tous les financements que l'on percevait de la CAF dans tous nos projets. Mais il y aura une particularité, c'est que la CAF va flécher directement son aide concernant la petite enfance, la jeunesse, directement vers les structures et les associations. Donc la ville percevra de la CAF des sommes, mais elle servait pendant toutes ces périodes des contrats enfants-jeunesse de boîte aux lettres pour la subvention qu'elle réattribuait au centre social, à la maison des petits pousses. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, cette délibération, en fait, c'est pour autoriser Monsieur le maire à signer ce nouveau partenariat, cette nouvelle forme de financement de tout ce que l'on va faire. On va travailler avec la CAF de la même façon. On va avoir un calendrier qui se prolongera jusqu'au conseil municipal du mois d'octobre, parce qu'aujourd'hui, après la signature de la délibération par Monsieur le maire, on installera en juin un comité de pilotage CTG. Il faudra qu'on se familiarise avec ce nouveau terme, Convention territoriale globale. Et puis, on va faire des entretiens, un diagnostic, et on va mettre en place un comité de pilotage, le partage du diagnostic, un plan d'action avec la CAF. On vérifie toujours notre plan d'action avec la CAF avant d'avoir une signature par la ville au mois d'octobre. Ce que je peux vous dire sur cette nouvelle convention territoriale globale, c'est qu'elle va s'élargir. Elle n'englobera plus uniquement l'enfance, la jeunesse, mais elle va s'étendre à la parentalité, à l'accès aux droits, à l'inclusion numérique, à l'animation de la vie sociale, au logement et au handicap. Donc dans cette chronologie que je viens de vous évoquer, on va dans un premier temps travailler comme d'habitude petite enfance jeunesse et puis on va élargir à tous les élus qui vont être concernés par cette nouvelle convention. Avec la CAF, on va faire un projet, mais il est toujours dans la durée de la signature possible d'ajouter des avenants. À partir du moment où ils valident notre projet et ils le financent, on pourra au cours des années à venir élargir la convention.
Ça, c'est la première délibération. Ce qui se passe, c'est que cette convention territoriale globale, elle est en place depuis le 1er janvier 2021. Et donc, on avait un partenariat donc avec la CAF pour percevoir la totalité des sommes pour le centre social et pour la Maison Bleue. Et donc aujourd'hui, on a fait un gros travail avec le centre social de décortiquer ce que la CAF versait et ce que la ville versait, parce que la ville ne va surtout pas verser cette année la somme que la CAF va verser directement au centre social. On a fait un travail avec le centre social et on a reçu aujourd'hui l'accord signé du centre social sur le bilan, les chiffres que l'on avait travaillé ensemble. Donc voilà, ça c'est OK. Pour la Maison Bleue, c'est la 3e délibération, on avait acheté 11 berceaux à la Maison Bleue pour pallier à l'incendie de la Buissonnière. Et donc on a avec eux aussi ce partenariat financier. On percevait pour eux une somme de la CAF que l'on reversait, mais là s'ajoute un petit détail supplémentaire qui n'est pas un détail, c'est un gros détail financier, c'est qu'avec la crise sanitaire, ils ont fermé leur structure pendant 15 jours, donc les services ont travaillé directement avec la Maison Bleue pour défalquer de notre facture les 2 semaines de fermeture liées au Covid, et puis organiser avec eux l'accord sur la somme que la CAF leur versera directement. Voilà l'ensemble de ces délibérations, toutes rattachées à la CAF. Bon, vous avez fait donc le point de toutes les délibérations. Il n'y avait pas d'observation, je crois, sur ces délibérations. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Chastan, vous avez la parole sur vos délibérations. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, j'ai pour ma part 4 délibérations à vous proposer, à vous présenter. Il s'agit d'une première délibération sur le tableau des effectifs permanents, une modification de ce tableau qui va nous permettre de créer, j'allais dire, des postes dans 3 filières, animation technique et médico-sociale. C'est entre autres la possibilité de pérenniser et de stagiairiser un certain nombre d'agents de la ville qui jusqu'à présent étaient dans des contrats précaires. Donc c'est tout à l'honneur de la collectivité de présenter une telle délibération. Une deuxième délibération qui, j'allais dire, dans un souci de bonne gestion, va permettre de constituer une provision pour le financement du compte épargne-temps. Les agents de la collectivité ont la possibilité d'ouvrir un compte épargne-temps qui leur permet d'accumuler, j'allais dire, des droits au congé. Il faut savoir que là aussi, la collectivité est particulièrement généreuse, puisqu'au-delà d'un certain seuil, c'est-à-dire au-delà de 15 jours de congés cumulés, on donne la possibilité à l'agent de monétiser ces congés, ce qui n'est quand même pas le cas dans toutes les collectivités. Je vois que monsieur le directeur général des services, j'allais dire, convient de cet aspect assez particulier, j'allais dire, à la commune de Marcq-en-Barœul. Donc là également, on a identifié les agents selon leur catégorie A, B, C, et j'allais dire, là aussi, il faut prévoir, anticiper les agents qui pourraient demander à monétiser, j'allais dire, ce compte épargne-temps. Donc il s'agit d'approuver, j'allais dire, un montant qu'on a estimé et qu'on pourra, bien évidemment, au fil du temps, rectifier si besoin est. Une troisième délibération vous propose, j'allais dire, de prendre comme chaque année un certain nombre d'apprentis, sachant que on a encore des apprentis qui, j'allais dire, sont en place pour l'année 2021-2022. On a 3 contrats d'apprentissage qui existent déjà dans la collectivité pour la direction des sports, de la famille et de la communication. Là, on vous propose, j'allais dire, 3 nouveaux contrats d'apprentissage pour le service des sports, pour le service, et 2 pour le service cadre de vie, 1 pour le département de la chaudronnerie et 1 pour le département du garage. Pour le département du garage, il y a cette opportunité qu'on a, j'allais dire, un lycée professionnel qui est le lycée Mongy, et donc contact a été pris avec le proviseur de ce lycée qui vient justement de nous proposer, j'allais dire, un dossier. Donc là aussi, je pense que c'est un effort que la collectivité fait. Donc ça va faire quand même sur une année 6 contrats qu'on continue à mener de front. Et d'année en année, comme ça, on est sur un même registre.
Et puis la dernière délibération va nous permettre de recruter les postes d'animateurs, d'adjoints d'animation pour nous permettre à nos CLSH de fonctionner pendant cet été. Donc là, je ne vais pas vous donner le détail, mais il y a, j'allais dire, 150 postes peut-être dans différentes catégories à devoir recruter pour pouvoir animer ces centres de loisirs sans hébergement. Voilà, c'est le sujet de cette 4e délibération. Voilà, Monsieur le maire, en ce qui concerne mes délibérations. Bien, je pense qu'il y a une demande de prise de parole. C'est Madame Roussel. Vous avez la parole, Madame Roussel. Sur 2 sujets, sur le tableau des effectifs et sur l'apprentissage, je crois. Allez-y. Oui. Je pense que je vais les faire à la suite d'une de l'autre. Oui, bien sûr, Madame. Interventions. Donc, nous apprécions les créations qui sont proposées en poste permanent. Ceux-ci permettront de résorber en partie l'emploi précaire. Vous l'avez dit, Monsieur Chastan, c'est notamment dans le cas de la filière technique. Nous avons noté également des créations en temps partiel à 20 heures dans cette même filière. Je rappelle qu'au comité technique, les représentants du personnel avaient souhaité qu'on puisse aller plus loin, étant donné la faiblesse du salaire perçu par ces agents, 20 heures. La ville peut supporter effectivement financièrement la création d'emplois à temps plein en les accompagnant de formations adaptées. Concernant l'apprentissage, donc je ne reviens pas sur mes précédentes interventions à ce propos, j'ai souvent l'habitude d'intervenir là-dessus et je suis intervenue également en commission. Comme les années précédentes, donc je tiens à souligner que l'apprentissage n'est pas destiné à se substituer à des emplois permanents. En soi, au contraire, la formation de l'apprenti exige un accompagnement renforcé des tuteurs, donc un renforcement des emplois pérennes. Je vous remercie et nous voterons ces 2 délibérations, comme les autres. Merci, Madame Roussel. Nous votons donc. Qui est pour ces délibérations? Unanimité, je vous en remercie. Alors, je mets au vote toutes les autres délibérations qui n'ont pas fait l'objet de discussion. Elles sont réputées votées, sauf observation de votre part. Je vous remercie beaucoup puisque ce conseil municipal est terminé. Je vous invite à ne pas oublier à signer le registre, le registre de présence. Je voudrais juste dire un petit mot à l'issue de ce conseil. D'abord, je souhaite à chacun d'entre nous, dans le respect de chacun, de bonnes élections. La deuxième chose, c'est que je me réjouis de l'arrivée parmi nous de M. de Bailleul, M. Jacques de Bailleul. C'est notre nouveau directeur général des services. On a l'impression qu'il est déjà là depuis longtemps. Il a pris l'ensemble des dossiers à bras-le-corps et je le remercie pour son engagement, sa simplicité, l'accueil qu'il réserve aussi à l'ensemble des collaborateurs de cette ville. Voilà. Et je lui souhaite plein succès et d'être tout simplement heureux dans ses fonctions dans notre ville de Marcq-en-Barœul. Merci à vous, cher monsieur. Voilà. Ah bon, on va l'applaudir. C'est des encouragements et qui se partagent avec tous les services parce que n'oublions pas quand même que le travail a été très très lourd pendant toute cette période. Merci à vous tous. Bon week-end.